Messieurs, dames, pour cette ultime criée rigoulée, Marielle Massé va vous présenter un livre que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Ainsi, de nouveau, je fais tenir le monde dans la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ici, de l'ici où je suis, de l'ici où nous sommes. Qu'est-ce qu'écouter quelqu'un qui dit « je » et qui n'est plus dans la vie? Qu'est-ce que c'est que le lire, le voir là, devant, comme on a fait hier soir, et c'était bouleversant? Qu'est-ce que penser à lui, ici? Et même, qu'est-ce que lui parler, s'entretenir avec lui, lui qui nous dit « nous ». Parler aux morts, c'est savoir qu'on ne s'entendra rien répondre, que notre parole se destine à eux mais ne saurait les atteindre. Ce poème t'est destiné mais ne rencontrera personne. Et pourtant, c'est leur parler, régler sur eux, entièrement sur eux, sur la gravité de leur non-présence, l'envoi de notre pensée, l'envoi de notre parole. À qui parler de toi, sinon à la parole? Parler des morts, oui, Ludovic Janvier disait cela à merveille, c'est parler d'eux à la parole. C'est aller seul en chemin pour parler d'eux à la parole. Parler aux morts, disait Pachet, c'est aller plus seul encore, c'est s'adresser à leur non-oui, s'adresser à leur non-entendre, s'adresser à leur non-vie, c'est élargir la tendresse pour les choses jusqu'à savoir s'adresser à leur non-vie, à en faire une destination, jamais un but. De même que penser aux morts, ce n'est pas les imaginer dans quelques pays séparés et espérer les y rejoindre. Et c'est aussi pour ça que l'écran, hier soir, l'écran inatteignable, était une chose déchirante. Non, c'est avoir à penser à leur non-vie, à leur rien, à leur douleur de n'être rien. C'est les plaindre de n'être rien. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. Ne pas tenter de les retenir dans la vie, la nôtre. Et c'était déjà ce que Mathieu et Patrick avaient ouvert dans les premières pages de Prendre date. Il faut prendre soin de ceux qui restent et enterrer les morts. On n'écrit pas autre chose des tombeaux. Ne pas tenter de les retenir dans la vie, donc ne pas laisser la vie coloniser jusqu'au royaume des morts, mais chérir leur rien, prendre soin de leur rien, savoir que ce rien aussi prend soin de nous et que notre humanité en dépend. Et en effet, Matthieu, depuis sa non-vie, depuis son rien, prend soin de nous et attend quelque chose du monde et quelque chose de nous. Voici les dernières lignes de ce dernier livre, Nous campons sur les rives, qui ne sera pas le dernier en fait, qui rassemble les paroles prononcées l'an dernier ici même par Mathieu Riboulet, en ouverture quotidienne des conversations sur l'histoire de Patrick Boucheron et de ses réflexions sur le lieu, sur l'ici, sur ce que c'est qu'être ici ou qu'être d'ici, et de rêver ailleurs ou de se rêver d'ailleurs. Des paroles prononcées avec courage et sourire, avec la douceur et la souveraineté qu'on lui connaît, avec la grâce dansante de gestes qu'on lui connaît dans un grand appel d'air. Voici ces lignes. Elles ont déjà soutenu beaucoup de pensées et soutenu beaucoup de pratiques. Nous vivons dans des ruines et avec des fantômes, des matières mortes, des matériaux vivants, des événements violents dont nous ne savons plus s'ils ont eu lieu ou non. Et restons pascaliens, nous ne sommes pas au présent. Mais si le présent est un lieu, où sommes-nous alors, puisqu'il nous est impossible d'être partout, comme d'être nulle part? Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allants et de simples projets. Nous sommes vivants. Nous campons sur les rives et parlons aux fantômes. Et quelque chose dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. C'est donc un livre qui dit nous sommes vivants,
un livre qui dit « Nous sommes vivants » et cela ne connaîtra pas de fin, alors que celui qui dit « Je n'est plus là, n'est plus dans la vie et n'est nulle part ailleurs ». En vérité, c'est l'immensité du « nous » qui est peut-être le mot le plus important des récits de Mathieu Riboulet, celui qu'il a su faire résonner avec une force inégalée. C'est l'immensité du « nous », et plus que sa consolation, sa réalité, c'est l'immensité du « nous » de pouvoir nous relier, nous nouer par-delà toute absence. Comme dans le poème de Henri Michaud, Michaud endeuillé par la mort de sa femme, qui ne la retenait pas dans la vie, mais qui écrivait « nous deux encore ». Tu n'es plus, mais nous deux est encore. Tu n'as pas besoin d'exister pour que nous deux soient encore. Ne crains pas de n'être plus rien. N'aie pas honte de n'être plus rien, puisque nous deux est encore. Encore est un mot plein de ressources. On pourrait dire que c'est le temps lui-même, le temps de la vie même, car il désigne ce qui a tenu jusqu'à maintenant, et ce qui se soulève de nouveau, ce qui aura toujours à se soulever de nouveau. Encore, ça veut dire que ça aura tenu jusqu'à cette heure, la vie se sera poussée en nous comme un vaillant petit cortège, ça aura tenu jusqu'à maintenant, la vie qu'on n'abat pas. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a jamais vécu une bonne fois pour toutes, que toujours ça se ressoulève, ça doit se ressoulever, se remettre en selle, de nouveau, aller, encore une fois. Encore, c'est le mot de la lassitude. Et encore, c'est le mot de la fatigue à recommencer, à avoir à recommencer, travailler encore, supporter encore l'avalanche des maladies et des deuils. Mais encore, c'est aussi et surtout le mot du désir infini, parce qu'aimer, c'est vouloir encore, en vouloir encore. C'est le mot des amants, c'est le mot des enfants, encore. Qui ne voient pas pourquoi un bonheur ou un plaisir devrait s'arrêter, ils ont raison. Encore, c'est le mot de l'infini dans les choses, des choses qui ne finissent pas, qui n'en finissent pas, qui n'auront pas de fin, qui s'infinissent toutes seules et qu'on doit décider d'infinir, comme la joie, comme la lutte. Nous deux encore, donc, mais aussi et encore nous tous constitués par le désir de bâtir, de camper sur ces rives, de braver ce monde abîmé, d'y faire nos cabanes, puisque donc, comme l'écrivait Mathieu, notre besoin d'installer quelque part sur terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Ce que l'on a rêvé, je pense à une lettre de Marx, citée ici aussi l'an dernier par Jean-Christophe Bailly. Depuis longtemps, le monde porte en lui le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. Le rêve d'une chose, c'est la révolution, du moins le devenir autre, et ce rêve est tapi dans la respiration du monde même, du monde que l'on a en partage. Et peut-être est-ce que ce livre de Mathieu, si bref, plein de lumière, plein de vie, tendu vers la possibilité d'agir ensemble, peut-être que c'est cela qu'il réclame. Il réclame que nous reconnaissions et que le monde reconnaisse ce rêve dont il formait l'idée depuis longtemps, depuis toujours, ce rêve qu'avait le monde de devenir autre, qu'il a toujours, et que le monde et nous avec deviennent fidèles à son rêve et à ce qui dans son rêve s'ébauche, la ferme disposition à vivre enfin autrement, de toutes nos vies inquiètes, de tous nos élans joyeux, car rien, en effet, ne nous oblige à vivre comme ça.